exploré dans les derniers mois le travail d'artistes passés maîtres dans la technique du métal, à l'image de Philolaos ou de Michel Deverne, dont vous aviez peut-être vu le travail dans notre précédent espace de la rive gauche, nous poursuivons notre parcours de redécouverte des années 60 et 70 à travers l'œuvre d'un artiste qui est unique en son genre. Cet artiste, c'est Pierre Sabatier, un maître absolument incontesté des façades, des immeubles les plus avant-gardistes des 30 Glorieuses, mais également un artiste complet qui a créé du mobilier, qui faisait des œuvres à part entière. Génie du métal, il a passé, je crois, toute sa vie à explorer les potentialités artistiques, techniques, esthétiques du métal, et nous allons avoir l'occasion d'en parler. Nous lui consacrons une vente aux enchères. Alors je vous inviterai après cette conférence, ou peut-être certains d'entre vous ont déjà vu, à visiter le deuxième étage où nous présentons une partie intéressante de son travail avec des formats un peu plus petits que son œuvre monumentale que vous connaissez pour la plupart. Et nous avons choisi en fait de faire dialoguer cette œuvre avec des pièces du mouvement Arts and Craft, un parti pris que nous revendiquons totalement et qui dialogue merveilleusement et qui montre à la fois l'intérêt du mobilier Arts and Craft aujourd'hui, mais également tout le talent et l'habilité de Pierre Sabatier à se marier avec des univers et des styles totalement différents. Il nous paraissait enfin utile de lui consacrer cette table ronde pour découvrir toute l'étendue, la richesse de son travail, nécessairement monumentale. Vous avez deux exemples ici de cette monumentalité avec cette cheminée assez exceptionnelle, pièce unique dont les frappe au premier regard, et puis un grand mur de métal que vous voyez derrière, baptisé Falaise Noire, qui résonne avec d'autres pièces de son œuvre que nous allons explorer à travers ce petit écran, même si l'œuvre est monumentale comme son travail. Pour ce faire, j'ai donc invité trois spécialistes de son œuvre. Honneur aux dames. Donc à ma droite, Domitille d'Orgeval, qui est auteur du livre Pierre Sabatier sculpteur, une monographie qui est sortie aux éditions Norma il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, et qui est par ailleurs aujourd'hui, et c'est le plus pur des hasards, directrice du département art moderne de Piazza. Ensuite, j'ai à ma gauche Miguel Chevalier, on peut vous appeler artiste numérique, artiste tout court, et par ailleurs, le numérique, on range les artistes dans une case, mais en fait, comme on peut ranger Pierre Sabatier en métal, mais en fait, il ne faisait pas que du métal. Absolument, et on va en parler. Et vous étiez par ailleurs élève ou assistant de Pierre pendant un temps? Je n'ai pas été élève parce qu'il n'était pas enseignant, mais j'ai été son assistant pendant 2 ans. Pendant 2 ans. En quelle année? 82, 83. Très bien. Nous allons y revenir. Et enfin, à ma droite, Hervé Armand-Béchy, qui est critique d'art spécialiste de l'art public et auteur du livre Le mouvement muraliste aux États-Unis. Et c'est quelqu'un qui nous éclairera beaucoup, je pense, sur le contexte très singulier en France dans les années 70, qui est celui de la commande publique. Voilà. Et l'œuvre de Pierre Sabatier s'inscrit en grande partie dans ce cadre-là. Voilà. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation et pour votre présence. Donc nous allons débuter tout de suite avec une question assez simple pour Domitille. Qui est Pierre Sabatier? Est-ce que vous pouvez nous retracer en quelques mots? C'est toujours un exercice un petit peu compliqué de parler d'une carrière aussi vaste en quelques mots, mais est-ce que vous pouvez nous raconter son parcours et quelques moments marquants? Et on va rentrer dans le détail un petit peu. En quelques mots, ça va être difficile, sa carrière a été très longue et il a été très, très fécond. Ce qu'on peut dire de Pierre Sabatier, c'est que très tôt, il a eu cette révélation d'un art monumental. Dès les années de formation qui se sont passées aux arts décoratifs, puis à l'école des beaux-arts de l'Anvers, il s'est tourné vers ce qui pouvait l'amener à cet art monumental. Donc l'atelier d'art mural. Il s'est intéressé aussi à l'art des civilisations anciennes,
des Égyptiens, des Assyriens, il a lu Le Corbusier, et très vite il a su vers quoi il voulait aller. Et très vite aussi, il a cherché à œuvrer. Ses années de formation étaient rapides. Il a tout de suite voulu passer à l'action. Au début, il a fait quelques fresques. Il s'est mis à travailler le métal parce que c'était, je pense, un matériau qui lui était familier pour des raisons familiales. Son père était ingénieur, bricoleur de génie. Il a breveté d'ailleurs quelques inventions. Et donc, il avait, je ne sais pas si on peut dire une forge, il a fait un atelier à Orwell, là où il avait son atelier plus tard, qui lui a permis côté de Moulin. Qui lui a permis de s'essayer aux différentes techniques de façonnage de matériaux divers. Et très progressivement, le métal l'a emporté sur les autres matériaux. Il y a une phase importante consacrée à la céramique, il a fait des grandes réalisations. Je pense que c'est un travail quand même très, très fastidieux. Et puis, ce qu'on comprend ensuite en voyant toute l'œuvre de Pierre Sabatier, ce qu'il aimait, c'était la matière, travailler dans la matière, faire vivre la matière, ce qui était moins évident avec la céramique. Quels sont ses premiers clients? Comment il débute en fait? Il commence tout de suite à faire des façades d'immeubles? Alors en fait, évidemment, ce travail pour un artiste, ça ne se fait pas tout seul. Il faut collaborer avec les architectes. Il y a eu des rencontres décisives, comme celle de Maurice Novarina, qui est un des grands noms de la reconstruction. Maurice Novarina, par exemple, les gens connaissent peut-être tous cette église qu'il a faite, comment s'appelle, Notre-Dame d'Assy, voilà. Merci. Avec spécialiste dans la salle. Voilà, Fernand Léger a travaillé. Donc voilà, c'est un architecte qui avait déjà collaboré avec des noms affirmés de l'art moderne. Pierre Sabatier, jeune artiste, l'a rencontré et vraiment ça a été le point de départ de sa carrière. Et grâce à Maurice Novarina, il a réalisé sa première grande commande. On est en 1968 à Grenoble et c'est pour la salle des mariages. Il réalise une sorte de porte claustra en laiton ajouré. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses. Alors, et je crois que on va les ça faire marque le point de départ. Vous verrez quelques-unes de ces réalisations impressionnantes. Voilà, on est en 68, c'est l'hôtel de ville de Grenoble, là où se tiennent les Jeux Olympiques. Donc, tout le monde est un peu tourné vers ce qui se passe là-bas. Beaucoup d'artistes sont amenés à collaborer. Et Pierre Sabatier est remarqué pour son intervention dans la salle des mariages. Il réalise deux belles pièces, celle-ci et une grande paroi en cuivre, je crois. Et c'est intéressant, c'est une petite anecdote, mais les autres artistes qui sont amenés à travailler là, il y a Hubac, Manissier, et Hubac, qui est à ce moment-là un artiste au fait de sa gloire, et est un peu jaloux de la force de l'œuvre de Sabatier qui lui fait ombrage. Et donc il s'en plaindra, demandant à ce que l'œuvre de Sabatier soit repensée, retirée, parce que voilà, c'était trop fort, c'était peut-être plus fort que lui et il l'a mal vécu. Alors une question pour Miguel qui l'a bien connu. Quel type de personnalité Pierre Sabatier? Je pense que Pierre Sabatier, d'abord, c'était un artiste qui était passionné par la nature. En fait, il trouvait toutes ses sources d'inspiration à travers la nature. Il adorait il y a autour de son atelier une forêt, mais il adorait aussi tout l'univers de la pierre. Et donc, tous les étés, il partait en Corse. Et je pense qu'il a beaucoup du reste de son atelier. Si vous avez un jour l'occasion de venir, à Orwell, il y a énormément d'éléments autour de la pierre et aussi faisait beaucoup de l'Allier. La région de l'Allier a une rivière qui s'appelle l'Allier et qui est un peu comme la Loire. Il y a des grands bancs de sable et énormes beaucoup de racines, d'arbres qui échouent. Et je pense que en fait, il a puisé énormément dans tout cet univers de la nature et qui après on va retrouver dans son œuvre avec une autre
façon de l'interpréter, mais c'est beaucoup à partir de là que je pense y puiser toutes ces recherches. Au niveau de son tempérament, c'est quelqu'un qui travaille par phase, qui est toujours dans une recherche, qui expérimente du soir au matin. Comment il travaille? Pierre Sabatier, en fait, il a fait l'espace. Ce qui m'a beaucoup fasciné chez lui, c'est qu'il ne travaillait pas du tout. Bon, moi j'ai fait l'école des Beaux-Arts de Paris, mais à l'époque, ce qui me plaisait chez Pierre Sabatier, c'est qu'il avait, il a dit, une notion de la monumentalité. C'est-à-dire qu'en fait, il avait des ateliers qui n'étaient pas du tout les ateliers comme la plupart des artistes de cette époque. Déjà, il travaillait à une échelle comme les artistes américains, des grands espaces. Et ça, je pense que c'est une grande différence avec beaucoup d'artistes que je voyais qui faisaient des sculptures d'une certaine taille, mais ils faisaient des maquettes. La plupart de ces artistes font des maquettes comme César, et après ils faisaient agrandir ça à l'extérieur, de Toulouse, etc. Alors que Pierre Sabatier, il avait un appartement à Paris, mais en fait, il avait développé une équipe sur place. Et ça, je pense que c'est un aspect qui moi, m'a beaucoup fasciné. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est lui qui pensait les œuvres, il faisait énormément de petites maquettes, etc. Et ensuite, il passait à une échelle supérieure, mais il avait l'espace pour l'expérimenter et le travailler. Et ça, je crois que c'est un aspect que ce goût pour l'architecture faisait qu'il s'était doté non seulement d'ateliers, mais d'une équipe. Parce que je crois qu'il a été jusqu'à un moment jusqu'à 10 personnes à plein temps. Donc c'était vraiment, il y avait un côté entrepreneurial, comme ce que j'ai pu le voir avec des artistes comme Bernard Menet ou d'autres qui habitaient aux États-Unis et qui étaient déjà dans cet esprit d'un espace d'atelier, mais qui au-delà de l'atelier, c'était un espace d'expérimentation. Combien de chantiers à peu près a-t-il réalisé dans sa vie? Parce que là, on est en train de défiler un certain nombre de choses. Et la liste est impressionnante. Et si on regarde l'ouvrage que vous avez fait, Domitil, c'est là aussi édifiant. Et on se rend compte que dans les années 60-70, il est quand même très très présent. Il est très présent. Je ne sais pas le nombre, parce que moi je n'ai été que sur une période assez courte, disons 82, 83, 84. Et bon, moi déjà, j'avais... je voulais opter pour développer des œuvres à partir du monde digital, mais ce qui me plaisait, c'était tout le rapport à la monumentalité, et c'est en ça que j'allais avec passion déjà les étés dans son atelier, et puis quand j'ai eu cette possibilité de l'assister sur certaines de ses sculptures, j'étais plutôt comme dans un rapport d'exécution plus que de création, puisque c'était lui le créateur, et après il y avait des spécialistes pour le soudage, des spécialistes pour repousser le métal. Donc moi j'étais plutôt pour agrandir les maquettes à une échelle 1, en fait, à l'échelle, et c'est comme ça que du coup j'ai travaillé avec lui. C'était une belle expérience. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de lui comme d'un artiste global, comme on l'a vu avec Philo Laos ou avec Michel Deverne, justement, qu'on a présenté chez Piazza? Il y a une dimension quand même d'à la fois vouloir investir l'espace, d'investir le domaine du mobilier, la sculpture, parfois la peinture même. Alors c'est vrai, mais peut-être, moi j'étais étonné déjà à l'époque qu'il n'était pas très, si vous voulez, il développait pas, son œuvre était toujours sur la grandeur des espaces qu'on voit ici, mais la notion de galerie et d'œuvre pour chez soi était plutôt quelque chose pour lui beaucoup plus anecdotique. Voilà. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il favorisait tout ce qui pouvait être du rapport de l'intégration de l'art à l'architecture, plus que de faire des œuvres pour des collectionneurs privés chez eux. Ou alors il en faisait, mais c'était des œuvres in situ. Et donc il fait partie de ces artistes qui faisaient que l'œuvre faisait corps avec l'architecture. Enfin, je ne sais pas qui parlait plus de ça, mais le rapport de l'in situ était très fort chez lui.
Monsieur Béchy, le travail de Pierre Sabatier se situe dans une époque qui est singulière, c'est des années 60 et 70, où la commande publique est très très forte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, d'un point de vue historique, et comment l'œuvre de Pierre Sabatier s'inscrit dans cette période? Je ne sais pas si on peut dire que la commande publique est extrêmement forte. Plus qu'aujourd'hui. C'est pas sûr. Pas sûr. Mais effectivement, Pierre Sabatier fait partie de cette génération des années 60-70 d'artistes qui sont délibérément, on peut dire, engagés vers l'architecture, l'espace public, qui ont voulu s'opposer en quelque sorte à ce que des nouveaux challenges. Je crois que c'est important de souligner cette dimension-là, parce que c'était aussi c'était stimulant, puisqu'en même temps un grand risque à l'époque, puisque c'est se couper aussi d'un fonctionnement un peu traditionnel de production d'œuvres et pour destinées à des lieux d'exposition. Donc il ne faut pas oublier que ces artistes-là ont aussi eu beaucoup de mal à avoir une identité artistique pendant des décennies encore. Je crois que ça a été difficile certainement pour Pierre Sabatier, mais pour plein d'autres artistes qui s'en sont un petit peu plaints. Donc aujourd'hui, les choses sont moins contradictoires qu'elles étaient à l'époque, c'est-à-dire que des artistes font des carrières en réalisant des œuvres dans l'espace public et sont très connus par rapport à cette dimension de leur travail, puis en même temps, ils ont des œuvres destinées à des lieux d'exposition, ça se concilie fort bien. Mais à cette époque-là, je crois qu'il y avait un véritable, à la fois un challenge pour les artistes, et c'était aussi tourner le dos, en quelque sorte, à un fonctionnement classique. Ça allait les entraîner, les uns et les autres d'ailleurs, vers ce qu'a souligné tout à l'heure Miguel Chevalier, vers des nouvelles manières de travailler, toute une autre approche. Il y a aussi la dimension collaborative, ou au moins le partenariat qui s'est établi avec les différents partenaires, comme les architectes, etc. Donc il y a toute une manière d'envisager le travail artistique complètement différemment. Je pense que ces gens-là ont été les pionniers à cette époque. Alors on voit son œuvre s'inscrit dans des églises ici. Je crois que c'était un sujet qui était important. On a d'ailleurs une petite descente de croix dans cette vente. Là on voit une mairie, une préfecture. On n'a donc aucun client privé à l'époque, ou c'est quelqu'un qui travaille aussi pour des clients privés? Oui, je crois peut-être que oui. Non, c'était essentiellement des commandes publiques et privées. C'était à ce moment-là les grandes entreprises. Les noms des entreprises pour lesquelles il a travaillé sont assez prestigieux. Je sais pas, c'est la Banque Louis Dreyfus, c'est IBM, c'est EPF, enfin c'est des grands noms. C'est d'ailleurs très impressionnant, il a une très belle carrière de ce point de vue-là. Mais c'est des carrières qui sont un peu parallèles, hors normes aujourd'hui, et comme vous l'avez dit, en dehors de tout circuit commercial et qui ont une visibilité particulière. C'est à la fois je ne vais pas dire le problème de Pierre Sabatier, mais l'accès n'est pas évident. Et puis, quand on parle intégration des arts réussie, mais aussi l'intégration qui se font avec l'architecture, qui se marie bien avec l'architecture, et donc on la remarque sans forcément s'arrêter. On est dans la vraie fusion, l'intégration. C'est une intégration réussie parce que c'était aussi un travail qu'il faisait dès la conception des bâtiments, main dans les mains avec les architectes, et ce n'était pas une intégration a posteriori, c'est-à-dire qu'il n'apportait pas cette structure qu'il faisait là. C'était vraiment pensé dès le début des projets. Alors Miguel, à l'époque, il y a beaucoup de gens qui travaillent le métal. En quoi le travail particulier de Pierre Sabatier est singulier et comment il apporte une nouvelle dimension au métal, selon vous? En fait, je pense que ce qui est important chez Pierre Sabatier, c'est que c'est un véritable expérimentateur de la matière. Et moi, je l'ai vu, il y a des sculptures qui sont en métal repoussé, donc il ne connaissait pas cette technique du repoussage, et donc il a mis au point des outils, comme Soulage met des outils au point pour faire cette toile. Pierre Sabatier, il est de cette nature, c'est-à-dire il crée des burins spéciaux avec son équipe, si vous voulez, mais c'était un travail d'expérimentation permanent. C'est-à-dire après, il a
quand il a utilisé les acides, donc qui étaient des produits dangereux, mais il les traitait et il essayait toutes sortes d'acides, il faisait des expérimentations sur le temps pour voir comment ces acides allaient travailler la matière et donner des verres de gris, comme on voit sur certaines sculptures en bronze. Donc il y avait un travail vraiment en amont, avant de réaliser cette pièce monumentale, une série de maquettes où il travaillait la matière. Alors, soit c'était avec du plomb, soit c'était avec de l'étain coulé. Je disais aussi les techniques de repousser la matière. Bon, il allait voir aussi des spécialistes de traiter le métal. Et donc je pense que c'était vraiment, moi ce que j'ai pu voir avec lui, c'est qu'il avait cette volonté de chercher des patines, enfin toutes sortes la matière était quelque chose de fondamental pour lui, mais aussi d'adapter toutes ces techniques et d'en trouver une écriture qui du coup lui faisait qu'il avait le style Pierre Sabatier. Alors, sans évidemment révéler ou dévoiler ses secrets de fabrication, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de 2 ou 3 techniques qu'il appréciait particulièrement? Vous avez parlé du métal repoussé, je pense que le grand panneau qu'on voit justement qui avait été fait pour la BNP est fait avec cette technique-là. Voilà, alors la difficulté c'est que c'est un peu comme les menuisiers avec le bois, si vous voulez. On a l'impression que le métal, on peut le traiter dans tous les sens. Or, en fait, le métal, il est un peu comme les fibres du bois. Si on ne va pas dans le bon sens, ben on va du coup déchirer la matière. Et je pense que c'est ça aussi qu'il a mis au point, c'est-à-dire des burins capables de repousser peu à peu la matière pour le faire gonfler et donner cette forme un peu qui était assez on n'a pas souvent des fossiles même. Hein. Oui, la matière, et je pense que c'est ça aussi qu'il a mis au point, c'est-à-dire des burins capables de repousser peu à peu la matière pour le faire gonfler et donner cette forme un peu qui était assez on n'a pas souvent des fossiles même. Hein. Oui, voilà, exactement. Donc il a selon les techniques, soit tout à l'heure quand on parlait de la salle de mariage, il a mis au point très tôt le découpage aux acides, enfin pas aux acides, aux chalumeaux, et que maintenant on utilise énormément les découpes aux chalumeaux, enfin on fait ça avec les moyens des numériques, mais il a été un des premiers à utiliser les premiers, comment dirais-je, découpeurs, si vous voulez, les chalumeaux découpeurs, et il se faisait des gabarits, si vous voulez, pour suivre les formes, pour que les formes soient très tendues. Donc ça, c'est vrai qu'il expérimentait, si vous voulez, en permanence les outils, la matière, pour pouvoir lui donner le caractère qu'on lui connaît à ces sculptures. Donc nous, on a intitulé cette vente Pierre Sabatier, poétique du métal, mais il est faux de dire que Pierre Sabatier n'a travaillé que métal dans sa vie. Oui, c'est vrai, c'est inexact. Puisqu'il a commencé avec la céramique déjà, et qu'il y a une très belle production, il y a une très belle réalisation, assez emblématique, comme la fresque du Grand Maulne, qui en surface. Je ne sais pas si on a mis dans notre présentation, voilà, c'est le bas du Grand Maulne, je crois que ça s'appelle. C'était un mur pignon d'un lycée, mais c'est quelque chose d'assez fort. Bon, le métal l'a quand même retenu pendant un temps assez important, mais c'est vrai qu'à la fin des années 70-80, je pense aussi par un souci de renouvellement, parce qu'il avait une vraie exigence, il ne se répétait pas. Et puis par rapport à une circonstance, une conjoncture économique difficile, il s'intéressait au béton crocheté, en réalisant des œuvres très originales, même si ça s'inscrit dans des traditions, celles des grotesques, etc. Une œuvre très singulière et très forte et toujours monumentale. On en verra quelques exemples. Présentait régulièrement au salon des artistes décorateurs comme le Canyon Théâtre, qui est du béton projeté, peint en bleu, c'est très audacieux. Et puis, est-ce qu'il a travaillé d'autres? Entre le métal des années 70, plus travailler de manière plus baroque, exubérante, et puis celui des années 80,
On est dans de l'inox, de l'aluminium plus géométrique, des surfaces lisses, le mariage avec la lumière électrique, etc. Les effets sont très différents. Donc, bon, même si ça reste encore un peu du métal, pour moi, il y a des étapes, il y a des ruptures. On a la chance de voir quelques photos de l'époque où on voit Pierre et sa femme Barbara qui est présente ici dans la salle ce soir travailler. Et toute la famille Sabatier est là d'ailleurs. Et je vais en profiter pour poser une question à Véronique, qui est la fille de Pierre et qui travaille le métal aujourd'hui. Et je voudrais lui poser une question justement sur le travail en famille, ou peut-être à Barbara, sur la façon de collaborer. Et comment ça se passait avec Pierre au quotidien? Vous travailliez les acides, vous étiez dans l'atelier? Au début seulement, Le micro. sur la photo, au début, et après, ça devenait trop grand, trop important. Et j'étais consacrée à la comptabilité, les paperasses, l'URSSAF, etc. D'accord, mais c'était quand même un family business. C'était un travail en famille. On le voit encore, je crois qu'on vous voit encore travailler Je me après. permets d'intervenir juste parce que je suis témoin. D'accord. Et de dire aussi que Barbara avait un œil qui faisait qu'il y avait un bon dialogue. C'est-à-dire qu'il vous posait des questions sur la réalisation des pièces pour savoir si ça vous plaisait, si il fallait les modifier ou pas? Oui, il avait besoin de parler, d'avoir un échange avec quelqu'un. Je pense comme tous les artistes, ils ont besoin d'un public quelquefois et de faire un échange sur leur travail. Alors Monsieur Béchy et Pierre Sabatier, c'est un électron libre. On a l'impression d'avoir comme ça que c'est un électron libre. Est-ce que vous le rapprochez d'autres artistes de cette époque-là? Comment il s'inscrit aussi dans une dynamique plus internationale? Vous avez fait tout un ouvrage sur le mouvement muraliste aux États-Unis. C'est quelque chose qui est très éloigné ou qui rejoint toutes des préoccupations d'une époque, selon vous? Ça va être à la fois très différent. Ce qui est peut-être un peu commun, c'est la mentalité des artistes de cette époque. Mais autrement, il n'y a aucune relation véritable entre ce qu'on a pu voir à cette époque-là dans les années 60 et 70, par exemple au niveau de l'art mural, qui est essentiellement un phénomène urbain, et le travail de Pierre Sabatier qui s'inscrit dans le cadre de la commande publique et surtout en relation avec l'architecture. Même s'il y a une dimension de son travail qui a évolué vers l'espace public, il s'est quand même posé davantage des questions de rapport avec l'architecture. Et moi je trouve que ce qui me sensibilise le plus dans son travail, c'est la manière dont il apporte le matériau, ça c'est sûr, le métal, l'oxydation, etc. Et je crois qu'il va plus loin dans ce sens-là, et peut-être que les occasions ne lui ont pas été toujours données, c'est de pouvoir prendre en charge vraiment un espace dans son ensemble total. Je crois qu'il y a une œuvre qui malheureusement ne doit plus exister aujourd'hui, son œuvre à la Défense. Il y a la tour Aquitaine, je crois. La tour Aquitaine, où là il y a vraiment un investissement de l'espace, voilà l'entrée, etc. Et là je pense que son travail rentre dans une autre dimension parce qu'il apporte vraiment une ambiance au lieu. Et il fallait peut-être que cette possibilité lui soit donnée davantage de cet investissement plus global. C'est-à-dire que ce ne soit pas juste un objet, juste un mur, mais quelque chose d'autre, parce que justement le matériau, il a une telle vie que je pense que ça vraiment crée une ambiance particulière dans les lieux. Alors on voit que de plus en plus de ces œuvres urbaines ou architecturales sont amenées à disparaître. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'art de cette période qui est déconsidéré. Comment on voit que de plus en plus de façades de Pierre Sabatier sont démontées et on passe à autre chose? C'est des choses qui ne sont pas de l'ordre du patrimoine? Alors ça, il n'est pas la seule victime. Je veux dire, beaucoup d'œuvres ont disparu, malheureusement. Surtout dans l'espace public, parce que des fois il y a la nécessité de faire des réaménagements et l'œuvre où elle disparaît. Surtout dans l'espace public, parce que des fois il y a la nécessité
de faire des réaménagements, et l'œuvre où elle disparaît, où elle est déplacée, dans le meilleur des cas, elle peut être sauvegardée, mais de toute façon, elle perd une partie de son sens, puisqu'elle a été souvent conçue pour un espace donné. Donc ça pose évidemment le problème de ces œuvres dans l'architecture. On en aura quelques-unes que vous nous avez amenées qui ne sont pas de Pierre Sabatier, mais dont vous pouvez peut-être nous parler en 2 mots. Oui, là j'ai voulu souligner un aspect qu'on retrouve justement dans l'œuvre de Pierre Sabatier, mais je vais focaliser un petit peu, c'est-à-dire le passage de la sculpture-objet à l'environnement sculpté, qui est un mouvement qu'on voit dans cette période, c'est-à-dire que les photos dont je vous ai, ces artistes, c'est Gérard Singer, etc., on est dans le début des années 70, 72, 73, donc c'est la même période, et on voit que ce phénomène est assez général, cette envie des artistes de sortir de l'architecture et d'investir l'espace urbain dans son ensemble, et souvent ça passe aussi par l'utilisation des matériaux qui sont les matériaux de la construction classique, c'est-à-dire c'est peut-être des tableaux de camp, je ne sais pas, colorés en masse probablement, mais vous avez le béton, bien sûr, beaucoup d'œuvres en béton à cette époque-là. Ça c'est à Arnhem, et ça date de 1960, je crois, enfin tout début des années 70, d'un artiste qui s'appelle Peter Strucken. On a quelques autres exemples. Oui, il y a aussi une autre dimension. Alors il y a cette sculpture qui est en environnement, et sont des sculptures praticables à valeur d'usage, parce qu'on passe à travers, etc. Et c'est ce qui permet de déboucher sur des espaces très vastes. Et puis il y a aussi la prise en compte, la prise en charge de fonctionnalité, c'est-à-dire des sculptures, par exemple une grille qui va devenir une sculpture, ou une sculpture qui c'est plutôt dans l'autre sens. Alors il y a un certain nombre d'exemples, peut-être que à la suite. Voilà, par exemple, les châteaux d'eau de Filot-la-Rose de 1971 à Valence, très connu, et c'est à la fois un château d'eau et c'est à la fois une sculpture. Voilà. Alors on a des exemples, il y a aussi, je crois, une œuvre de Pierre Zekeli, qui est une sculpture escalade, qui répond tout à fait à la fonctionnalité dans ce domaine-là, donc des contraintes, on peut dire, très fortes, mais il en a fait autre chose, il en a fait une sculpture. Voilà. Et ça sont des espaces de Pierre Zekeli, sont des espaces de jeu, donc praticables. Là, c'est une tendance. Il y a presque du anti-Novag qui vient nous quitter. La similarité. Voilà. Après d'autres aspects un peu plus différents, là, on sort de la sculpture. Si je parle du mur dans l'espace urbain, il y a ce phénomène muraliste américain que je connais très bien, puisqu'en fait, j'ai écrit un livre dessus récemment. Et là, c'est aussi on a une période charnière, fin 60, début 70. C'est complètement différent. Là, il s'agit vraiment de la peinture sur des grandes surfaces murales urbaines. Ça met en cause, bien sûr, ça met en jeu des questions de monumentalité, enfin de création d'images à grande échelle. Mais bien sûr, c'est très différent de ce que Pierre Sabatier a pu faire, puisque c'est un travail beaucoup plus sur la matière. Si vous deviez retenir une réalisation de Pierre Sabatier, ça serait la Tour Aquitaine? Oui, je mettrais ça là. Je mettrais ça là dans le top 5 à peu près. Mais j'aime bien aussi, dans un autre ordre d'idée, j'aime beaucoup aussi citer le Grand Maud. Je trouve qu'elle a beaucoup de qualité, cette œuvre. Bon, il y a un certain nombre moi, je pense qu'il y a une pièce incroyable et qui malheureusement a été détruite par Goffi, c'est la façade de Rochas, une pièce exceptionnelle. Et quand on parlait d'intégration, c'est-à-dire qu'il y avait la façade, mais la façade rentrait à l'intérieur de l'espace de Rochas, à l'avenue François Ier, ici. Et il y avait vraiment, on sentait une époque qui malheureusement ils ont tout enlevé, mais je pense que là il y avait une pièce vraiment d'une force extraordinaire qui fait partie des choses un peu idiotes que parfois notre pays ne prend pas en considération. Domitil, je voudrais qu'on aborde une dernière question qui est peut-être celle de la poésie. Nous, on a intitulé cette grande poétique du métal. Est-ce que, Pierre Sabatier ou peut-être Miguel, est-ce que c'était quelqu'un qui avait conscience de cette dimension-là de son travail,
Quand vous la verrez au deuxième étage, quand vous verrez un certain nombre de pièces, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là pour nous, dans la façon d'aborder la matière, justement. Question en deux. Ouais, c'est difficile de répondre, mais je pense qu'il y avait certaines approches, peut-être métaphysiques du matériau, de volonté de sublimer le matériau et d'aller au-delà de tout ça. Et, par exemple, ce qu'il a pu faire avec l'architecte Robert Rosel pour l'architecture funéraire, je trouve qu'il accompagne très bien ces thématiques-là, avec les portes de l'au-delà, ou même la porte qu'il a fait pour le palais de justice de Créteil. La manière dont il photographie d'ailleurs ses œuvres est très révélatrice du regard qu'il porte, ce qu'il apporte à son travail. Et il y a une dimension poétique. Il photographie beaucoup, en fait, toutes ces Il réalisations. était pas en scène, parce que c'est pas fabriqué, c'est pas artificiel. Il y avait un angle, un cadrage. Il y avait un cadrage, une lumière très particulière. Et là, je crois qu'on perçoit bien la dimension poétique de ce travail. Et je crois que, moi je pense en fait à la façade Rochelas, c'était une improvisation sur le poème de Baudelaire, Harmonie du soir. Il a gagné, c'est un concours, il l'a gagné, peut-être parce qu'il y avait une sorte de dialogue très spontané chez lui qui se faisait avec la poésie. Alors voilà, on a survolé simplement le travail de Pierre Sabatier dont on pourrait parler encore pendant une heure. On va juste conclure avec une question que je vais vous poser à tous, simplement 2 ou 3 mots pour décrire les points clés du travail de Pierre Sabatier. Pierre Sabatier, pour moi, c'est un grand sculpteur, au sens un sculpteur de l'architecture, en fait. Et donc, je trouve que ça, pour moi, c'est l'apport de la monumentalité et de l'art dans le rapport à l'architecture. Je crois que c'est ce qui caractérise pour moi le plus son œuvre. Et puis son rapport à la nature comme source d'inspiration, qui est très présent, mais avec une abstractisation de cette nature. Je pense que c'est ça aussi qui a fait cette poésie. Et d'ailleurs, c'est anecdotique, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui me revient à l'esprit. Barbara pourra me le confirmer. Est-ce que Pierre Sabatier, jeune homme, n'avait pas un cahier de poésie? Voilà, ça me revient, je vais le tourner dans lequel il écrivait, manuscritement évidemment, les poèmes qui lui importaient, et c'est un petit cahier, c'est une petite valeur comme ça, pas de talisman, mais on sent que c'était important pour lui, effectivement. De l'oublier. Monsieur Béchy, 2 3 mots pour vous les points clés du travail de Pierre Sabatier. Alors, moi je reste un petit peu frappé par ses capacités d'abord d'évolution et d'avoir été expérimenté dans différentes directions. Donc ça c'est vraiment... Jusqu'à une grande sculpture à côté de l'atelier qui s'appelle la sidéralite. Oui, voilà par exemple. C'est impressionnant. Encore une fois, ses capacités à s'ouvrir vers d'autres horizons et qui colle aussi à son époque. Donc il accompagne vraiment tous ces mouvements. Mais peut-être, moi je trouve le travail de Pierre Sabatier, parce qu'en général quand je regarde comme ça, en fait je ne l'ai pas connu Pierre Sabatier, donc j'ai vu certaines de ses œuvres. Mais il me semble que quand on travaille la monumentalité, la question la plus difficile peut-être, c'est d'arriver à rester dans le sensible. C'est difficile d'aborder la monumentalité sans perdre quelque chose. Et je crois que Pierre Sabatier l'a fait très bien par son travail sur le matériau, cette subtilité. Il a gardé quelque chose du sensible à l'échelle de la monumentalité. Voilà, c'est ce que je retiendrai en fait. Une très belle conclusion. Je vous remercie tous pour votre participation et l'intérêt de vos propos. Je vous invite à aller prendre un verre dans les plans si vous le souhaitez et surtout à aller voir l'exposition au 2e étage. Merci beaucoup.